Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Ce soir, 14e législature, le leader de Bok Gis Gis, Pape Diop, vient de rejoindre la majorité présidentielle. Il dit avoir pris ses responsabilités pour éviter au Sénégal une situation de blocage institutionnel. Il faisait face à la presse cet après-midi, à suivre les précisions tout à l'heure. Revalorisation du salaire de l'administration publique. L'intersyndicale des collectivités territoriales dénonce l'inéquité de l'État vis-à-vis des agents des collectivités territoriales. L'intersyndicale invite l'État, conformément à la loi 2011-08 du 30 mars, à appliquer la même rémunération à leur corps de métier. À suivre le compte rendu tout à l'heure. Et dans notre rubrique éclair sur l'environnement face aux klaxons assourdissants des camions de ramassage d'ordures, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides lance une musique de remplacement. Initiative en phase test actuellement dans les rues de la capitale. À suivre en fin d'édition dans notre rubrique coup de projecteur sur l'environnement avec Pape Ibrahim Ndiaye. Bienvenue à tous. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales dénonce un non-respect de l'équité du gouvernement entre les agents de l'État et les agents des collectivités territoriales. Et récemment, la revalorisation du salaire de l'administration publique sénégalaise a été la goutte de trop pour se faire entendre. L'intersyndicale annonce avoir déposé un préavis de grève et fera une marche nationale le 23 août prochain. C'est un compte rendu signé Mamsey. Après l'augmentation des salaires des agents de l'administration, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales hausse le ton. Ils réclament à leur tour une revalorisation de leur salaire. Toute remise en cours d'une revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l'État s'applique d'office, j'insiste sur les mots ont le sens ici, à la rémunération des fonctionnaires des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales étant des démembrements de l'État, là j'insiste, donc nous sommes des agents de l'État, il faut qu'on nous traite comme tels. L'État ne saurait souffrir d'aucune iniquité sociale. On ne l'acceptera pas. Un préavis de grève a été déposé. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales décline son plan d'action. C'est pourquoi, eu égard au fait que les travailleurs des collectivités territoriales ont toujours été laissés en rade, comme d'habitude, l'intersyndicale a déposé un préavis de grève couvrant la période du 10 août 2022, au 31 décembre 2022. C'est ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Tout en précisant que si d'ici un mois franc passé, rien n'est fait, l'intersyndicale est fondée à agir en déclenchant une grève générale. L'ensemble du territoire national et dans tous les ordres de collectivités locales, jusqu'à la satisfaction de leurs revendications légitimes. Autre revendication des travailleurs des collectivités territoriales, la prise en charge de leur couverture médicale, le transfert de la pension de retraite de l'IPRES au FNR, entre autres. Et je vous le disais tantôt, 14e législature, Pape Diop, le leader de Bok Gis Gis, vient de rejoindre la coalition présidentielle. Face à la presse cet après-midi, Pape Diop dit avoir décidé en toute responsabilité de rallier la coalition Benno Bokk Yakaar pour donc permettre à l'État de gouverner sans aucun blocage. Les propos de Pape Diop au micro d'Aline Sow. Vu la nature présidentielle de notre système politique, une Assemblée nationale placée sous le contrôle de l'opposition débouchera forcément sur une crise institutionnelle grosse de tous les dangers. Faute de pouvoir s'appuyer sur une Assemblée dont la configuration n'entravera en rien son action, le président de la République serait amené à gouverner par ordonnance. Ce qui serait manifestement un recul préjudiciable à notre système démocratique. Le cas échéant, qu'on le veuille ou non, l'Assemblée nationale se transformera non pas en contre-pouvoir,
mais plutôt en un goulot d'étranglement à l'action du président de la République et de son gouvernement. Face à cette sombre perspective qui pourrait donner lieu à une crise institutionnelle sans précédent, à toutes sortes de blocages et peut-être même à des tentatives de prise de pouvoir par des canaux non démocratiques dans un contexte où notre pays fait l'objet de toutes les convoitises avec les découvertes de ressources pétrolières et gazières sur notre sol, j'ai pris en toute responsabilité, après mûre réflexion, la décision de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Et c'est l'une des instructions du chef de l'État hier en Conseil des ministres. Le président Macky Sall, visiblement préoccupé par la mobilité urbaine, a ordonné la mise en œuvre d'un nouveau plan de circulation générale à Dakar notamment. Et selon un expert en transport et logistique, ce plan doit être différent des précédents et prenant en compte les nouveaux aspects de la circulation en milieu urbain. Mohamed Lamine Sano est joint par Adam Anouchkaba. Le problème à Dakar, la mobilité, elle est causée souvent par le parc automobile qui est très vétuste. Donc il faut un renouvellement du parc automobile. Il faut aussi développer une politique, par exemple, de covoiturage. Il y a trop de véhicules. Aménager de telle sorte que la chaussée sera réservée aux véhicules, les trottoirs aux piétons pour pouvoir soulager un peu la population de Dakar. Le train express régional, le BRT, je pense que c'est d'excellents projets, ce qui va favoriser, améliorer la mobilité urbaine à Dakar. Mais maintenant, on va attendre de voir, de mesurer quels sont les indicateurs qui ont été posés par rapport à la mobilité urbaine et est-ce que ces indicateurs-là seront atteints à la fin de ce projet. La mobilité urbaine peut être facilitée par une logistique qui est très bien mise en place. Actuellement à Dakar, il y a énormément de problèmes causé par une insuffisance de la mobilité urbaine. Ça a un impact sur le plan économique. C'est pour cela que c'est une question qui mérite d'être vraiment revue. L'actualité, c'est aussi l'organe de régulation de récépissé d'entrepôts de marchandises qui a procédé au lancement du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage cofinancé par l'État du Sénégal et la Banque mondiale à hauteur de 80 milliards de francs CFA. Ce programme vise à booster l'agriculture et faciliter l'écoulement des produits agricoles. Gorandaklo pour plus de précisions. Financé par l'État du Sénégal et la Banque mondiale, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôts de marchandises a lancé le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage, un programme qui vise à renforcer l'agriculture sénégalaise, si l'on en croit le directeur de l'ORSE. Ce programme, cofinancé avec la Banque mondiale, notamment IDEA et le FIDA, l'organe de régulation a des tâches à exécuter. Et donc cet organe a eu la confiance du ministère de l'Agriculture dans lequel le programme est principalement logé et qui doit dérouler un certain nombre d'activités sur le terrain. Donc nous sommes aujourd'hui ici avec monsieur le gouverneur de région et toutes les autorités locales pour lancer ce programme-là qui vient en appui au secteur de l'arachide. Concernant la promotion de l'élevage dans le Baol, Idriss Junior Diallo annonce un important programme à venir. Le PCAE, c'est le programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage. Et donc il y a une partie agriculture et une partie élevage. Dans l'agriculture, on entend la filière arachide. Donc la partie élevage, nous n'avons pas beaucoup parlé de ça ici parce que c'est une composante qui est déroulée par le ministère de l'élevage qui, lui aussi, viendra avec l'ensemble des structures qui vont intervenir, certainement passer ici dans la région de Djibouti pour exposer les avantages de l'accompagnement de la filière élevage. Un programme magnifié par le président du RASIA venu prendre part au comité régional de développement. Ce programme permet aux agriculteurs, aux producteurs de stocker le produit quelque part et d'avoir de l'argent à hauteur de 80% de la valeur de le produit qui leur permettent de régler leurs problèmes quotidiens. En tout cas, nous nous félicitons de la venue de ce programme et permet aussi aux transformateurs que nous sommes d'avoir la matière première nécessaire pour faire tourner nos unités de transformation, subvenir aux besoins des consommateurs en huile d'arachide de qualité et en tout temps pour les éleveurs. Donc, estimé à 80 milliards de francs CFA, Diourbel bénéficie du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage destiné au monde rural.
Et le ministère de l'Élevage s'est penché sur l'examen et la validation du plan national de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants. Malgré un taux de satisfaction de 30%, l'État du Sénégal est loin d'atteindre, ou plutôt de répondre à l'engagement d'atteindre le taux de 80% d'ici 2030 et compte travailler à se rapprocher davantage de cet objectif. Les explications d'Ousmane Baye, secrétaire général du ministère de l'Élevage et des productions animales, que je vous propose d'écouter. Que nous sommes en train de renforcer notre stratégie nationale de lutte contre la PPR, qui, en tout cas, les années passées, faisait des ravages donc, au niveau de ce cheptel. C'est fort de cela que nous avons conçu cette stratégie, mais en lien aussi avec une stratégie mondiale au niveau de l'OIE, au niveau de la CEDEAO, laquelle stratégie aussi méritait vraiment que tous les acteurs qui travaillent dans la mise en œuvre de cette stratégie puissent en tout cas se l'approprier pour définir ensemble les modalités de mise en œuvre. Je dois dire que ces dernières années, nous avons eu des résultats assez satisfaisants, mais qui sont encore très loin si nous regardons en tout cas les engagements du Sénégal qui s'est engagé à atteindre au minimum 80%, qui est considéré comme un taux d'éradication en 2030. Nous sommes en 2022 et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint le taux de 30%. C'est fort de cela que, sur instruction du chef de l'État, que nous sommes en train de mobiliser tous les efforts nécessaires à l'atteinte de cet objectif. Soutien au PME-PMI, le FONGIP a mis plus d'une dizaine de milliards pour accompagner les PME pendant la période de Covid-19, une manne financière qui a permis à l'entreprise Inasen de préserver ses employés et de se relancer. Les précisions dans ce reportage signé Boudan Diatch. Accompagner le secteur privé et favoriser la création d'emplois, tel est l'objectif du FONGIP. Le FONGIP est un instrument que l'État a mis en place pour accompagner le secteur privé, pour favoriser la création d'emplois. Et aujourd'hui, nous sommes à Inasen pour visiter l'activité, pour voir effectivement l'impact que le FONGIP ou que l'accompagnement du FONGIP a eu quand même sur Inasen. Et nous sommes très satisfaits et nous félicitons M. Attié et ses équipes pour quand même bien avoir mené à bien, en tout cas, les investissements qu'il est en train de mener. Maintenant, ce qu'il faut comprendre très rapidement est que d'abord Inasen avait été accompagné dans le cadre de la résilience par le FONGIP, je pense à hauteur de 89 millions de garanties. Et c'était quand même une façon pour l'État d'accompagner toutes les structures privées qui étaient impactées par la Covid pour pouvoir leur permettre de maintenir les emplois. Pour relancer l'économie après la Covid-19, le FONGIP a accompagné le secteur privé tel que l'ANASEN. Un accompagnement qui a permis à la structure de souffler. Et donc l'intervention de ces deux institutions, le FONGIP et la BCI, a permis de relancer l'activité il y a approximativement 3 mois. Et grâce à ça, donc, on a relancé l'activité et créé de nouveaux emplois. Nous devons être aujourd'hui autour de 200 et quelques emplois entre contractuels et journaliers. Et donc, nous pensons réaliser de nouveaux investissements avec leur accompagnement. Un appui qui a permis de relancer l'ANASEN qui, malgré l'impact du Covid-19, a pu garder ses employés. Oui, dans le cadre de la Covid, nous avons eu à recevoir un accompagnement du FONGIP qui nous a permis de maintenir l'ensemble de nos emplois et de développer de nouveaux emplois, essentiellement des emplois jeunes, parce que Inasen SA a pris la politique de développer l'emploi jeune et la formation en continu en interne. Aujourd'hui, grâce au soutien du FONGIP, nous avons réussi à atteindre cet objectif. Dans le cadre de la relance aussi, nous avons eu l'accompagnement du FONGIP qui nous a permis de relancer nos activités et de pouvoir nous maintenir au niveau de certains de nos marchés, principalement à l'export, par le développement de nos produits et le placement de nos produits dans nos marchés export.
Après l'impact du Covid-19 sur l'économie, le FONGIP se rapproche du secteur privé sénégalais pour permettre aux entreprises en difficulté de se relancer. Foire internationale de Dakar, la 19e édition prévue du 15 au 31 décembre 2022 va connaître plusieurs innovations. Pour le directeur général du Centre international pour le commerce extérieur, l'accent sera surtout mis sur la professionnalisation. Les précisions de Saliou Keita au micro d'Emmanuel Gaspard Ndion. Nous avons connu deux chocs. Le premier, c'est la pandémie Covid. Le deuxième aujourd'hui, c'est la crise Ukraine-Russie qui fait qu'on doit tirer des enseignements pour une meilleure orientation par rapport à la mission du CICES. Et le thème que nous avons arrêté à ce niveau, c'est le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique. La foire de Dakar, ce n'est pas un marché local. C'est un marché international, c'est une foire internationale qui voit la participation officielle de plusieurs nationalités. On veut encore aller plus loin. C'est pour cela qu'il faut travailler sur une meilleure gestion des aires d'exposition pour aller vers une foire professionnelle. Mais une foire professionnelle ne signifie pas écarter le secteur informel parce que tout simplement le tissu économique sénégalais est porté à hauteur de 97% par le secteur informel. Donc nous allons travailler, prendre les bonnes dispositions pour que tous les secteurs de l'économie sénégalaise soient présents et qu'ils s'y retrouvent. Dans l'actualité également, pour des raisons de réhabilitation, les portes de l'hôpital Aristide Le Dantec seront fermées à partir de ce 15 août. Une situation qui met malades et personnels soignants dans tous leurs états. Le personnel de santé de cette structure sanitaire dit non à cette décision. C'est un reportage de Khadija Ndat Diouf et Seydina Mbaye. Des malades tirés de leur lit d'hôpital, des blocs opératoires fermés et le tout couronné par une coupure d'eau. Il faut que ça soit. D'ailleurs, ils sont en train de faire du sabotage. Ils ont coupé l'eau du robinet. Depuis hier soir, à 19h, ils ont coupé l'eau du robinet. Les malades n'ont plus d'eau. Mais nous sommes dans quel pays? La raison, la fermeture de l'hôpital Dantec, prévue ce 15 août, qui plonge les malades dans le désespoir. Un hôpital comme le Dantec fermer ses portes, c'est vraiment déplorable. J'ai mal au cœur quand j'y pense. Où allons-nous faire nos dialyses? Rien que réunir la somme pour venir ici, c'est difficile. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous notons des disputes ici depuis ce matin. Si l'hôpital ferme ses portes, où iront les malades? Que l'État nous aide. En dehors des malades, les personnels de santé sont dans leurs états. Ils sont encore venus pour faire le forcing. Comme ils ont cherché les malades, maintenant ils sont en train de déménager les matériels. Ce qui est encore une faute très grave, d'autant plus qu'il y a aucune note de service qui prouve qu'ils doivent évacuer le matériel. C'est comme ça qu'on déménage un hôpital. Un hôpital, on le déménage par un décret présidentiel. Ou bien c'est le gouverneur, ou bien le ministre de la Santé. Mais le directeur, il n'a pas le droit de faire le déménagement d'un hôpital. Comme vous le voyez, ils ont sorti les malades qui ne sont pas guéris. Ils veulent sortir le matériel de l'hôpital. Maintenant, ils veulent sortir le personnel. Tant que le sort du personnel n'est pas réglé, aucun matériel ne sortira pas d'ici. Un combat loin d'être fini, avertissent les agents. Ces derniers ne comptent pas quitter les lieux. Nous allons nous battre. Tant que le sort du personnel n'est pas réglé, nous allons nous battre. Tant que le sort du personnel n'est pas réglé, nous nous battons. Et puis nous n'irons pas dans les centres de santé. Et pourtant, l'État non plus ne compte pas faire marche arrière. Les portes de l'hôpital Aristide Le Dantec seront fermées ce 15 août pour des travaux de réhabilitation.
Traite sexuelle des femmes à Kédougou. Free the Slaves invite la presse à porter le plaidoyer à travers un atelier de 2 jours sur la problématique de l'exploitation sexuelle des femmes dans les zones aurifères de Kédougou et Saraya. L'organisation Free the Slaves a misé sur l'implication des médias pour lutter contre ce phénomène. Younoussa Gueye pour plus de précisions. 15 journalistes réunis à Dakar durant 48 heures autour de la problématique de l'exploitation sexuelle dans les zones aurifères à Kédougou et Saraya. L'initiative est de Free the Slaves, une organisation engagée dans un combat contre ce phénomène très fréquent dans le sud-ouest du pays. Ce programme vient à point nommé parce que dans la région de Kédougou, on note une forte présence de filles et de femmes étrangères qui sont attirées par la ruée de l'or. Alors, elles sont attirées dans ces zones-là pour trouver un avenir meilleur. Malheureusement, quand elles quittent leur pays pour venir au Sénégal, la réalité qu'elles trouvent ici est différente. Parce qu'au moment de quitter leur pays, on leur fait croire que quand vous arrivez dans la région de Kédougou, vous allez trouver un emploi dans les restaurants, dans les salons de coiffure, dans les universités, dans les centres, en tout cas un métier un métier digne. Malheureusement, quand elles sont là, on les exploite sexuellement. Il y a soit des trafiquants ou bien des proxénètes qui forcent ces filles étrangères à se prostituer. Pour stopper cette pratique illégale et inhumaine, l'organisation mise sur l'implication des médias. Le travail avec les médias nous permettra de faciliter le plaidoyer que l'on souhaite faire au niveau du gouvernement sénégal pour l'application des lois sur la traite des personnes, sur l'exploitation des filles et des mineurs. L'atelier était également une occasion de revisiter les bases des techniques d'interview d'une victime survivante de traite sexuelle à travers des mises en scène sur le regard vigilant et expérimenté de journalistes et formateurs à Damasso. Dans l'actualité ailleurs, en Guinée d'abord, la junte durcit le ton contre le FNDC et ce dernier qui parle de tentative d'intimidation refuse de se plier. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le gouvernement de transition a prononcé la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution, décision rejetée par le FNDC dont la coordination souligne être un mouvement citoyen, un élan vers la démocratie. Pour celle-ci, le mouvement né avant le CNRD va continuer d'exister et maintient par la même occasion son appel à manifester prévu ce mercredi pour en faire donc selon ses membres le point de départ d'un redressement de la transition en Guinée. Et puis au Tchad, ce 11 août, le Tchad a célébré les 62 ans de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, le président Mahamat Idriss Déby, lors de son message à la nation, s'est voulu rassurant quant à la souveraineté du dialogue national. Le président Déby fils, qui dirige le Tchad à travers le Conseil militaire de transition depuis 2021, a souligné que le 20 août prochain s'ouvrira donc le dialogue national pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Dans notre rubrique Éclair, coup de projecteur ce soir sur la dernière trouvaille de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides, l'UCG, la structure vient de lancer sa phase test de remplacement des klaxons par la musique, une initiative pour lutter contre la pollution sonore et éviter les conflits entre population et agents de l'UCG. Pape Ibrahim Ndiaye signe la rubrique Éclair. Ça fait des années qu'il est aux commandes de véhicules de ramassage d'ordures. Mais ce jour n'est pas comme les autres pour Lamine Thiam et ses collègues de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. Ils sillonnent les rues de Sacré-Cœur avec une nouveauté, pour ne pas dire une sonorité. De la musique en lieu et place, des klaxons trop assourdissants.
C'est justement ce bruit, cette forme de pollution sonore que les responsables de la structure veulent atténuer à tout prix. Elle est parfois source de conflits entre population et agents de l'UCG. Parfois, nous passons des moments vraiment difficiles. En dehors des moqueries, certains nous insultent à cause des klaxons. D'autres veulent même en découdre avec nous. Mais c'est vrai que le bruit, ça dérange. Faut dire que certains chauffeurs, pas tous bien sûr, abusent des klaxons. Il est correct. Il y a des chauffeurs qui ne sont pas corrects. Mais nous ne sommes pas corrects, nous ne sommes pas. Pour cette phase test, les populations ont massivement répondu à l'appel pour exprimer notamment leur soulagement. Les klaxons réveillent les enfants et perturbent les malades. Je trouve que la musique, c'est vraiment mieux. Ce premier coup d'essai dans les rues de la capitale sénégalaise ne signifie pas carte blanche. D'autres solutions sont à l'étude pour faire taire les klaxons. Qui fait que quand le camion arrive dans un quartier, si vous avez bien entendu préalablement à ça télécharger cette application, dès que le camion sera dans un rayon de X mètres autour de vous, vous allez recevoir une alerte sur votre téléphone. Mais bien entendu que ça va nécessiter des chefs de famille qui puissent installer l'application auprès des personnels de maison, parce que souvent, c'est ces personnes qui ont la charge de sortir les déchets. Rendez-vous dans un mois pour connaître les conclusions de ce coup d'essai, des conclusions pour savoir si les voix de ces deux légendes de la musique sénégalaise vont soulager les populations, mieux valoriser les déchets. D'ici là, les gardiens de la propreté vont continuer à sillonner les rues pour récupérer ce que les écologistes considèrent comme de l'or. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.